Bienvenue donc aux auditions d'Objectif RIC. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter très brièvement votre prénom, nom, le sujet les travaux sur lesquels vous êtes et depuis combien de temps vous travaillez dessus. Alors, je m'appelle Clara Egger, je suis professeure assistante en sciences politiques à l'université de Groningen aux Pays-Bas, au nord des Pays-Bas. Et je travaille, sur le RIC, je travaille en particulier sur les effets du RIC sur les politiques et sur les citoyens. Et avec un accent un peu plus fort sur les politiques internationales. Donc, je travaille sur ça en particulier. Et ça va faire maintenant 2 ans à peu près que je travaille là-dessus. Et voilà, et j'ai co-édité un livre avec Raoul Maniberton et 4 autres contributeurs qui s'appelle Le RIC expliqué à tous, au cœur de la démocratie directe, et qui se veut en fait un manuel sur le RIC, qui fait un peu un panorama de ses principes, son histoire, là où il se pratique, et donc ses effets sur les politiques et sur les citoyens. Et les moyens de l'obtenir en France, la dernière partie de l'ouvrage. Est-ce que d'un point de vue purement international, Ouais. vous voulez plutôt parler de l'Europe ou est-ce que vous avez des zones qui sont préférentielles pour vous? Ben, en fait, comme je te le disais un peu, je te tutoie, mais peut-être on peut se Vas-y, vouvoyer. vas-y, tu peux. Moi, j'ai plutôt travaillé sur des effets agrégés, c'est-à-dire des études qui sont menées sur plusieurs pays, mais quand même principalement la Suisse et les États-Unis. Et je pourrais expliquer pourquoi, en fait, ces deux pays. En fait, c'est les deux pays pour lesquels on a le plus de recul en termes de données et où on peut aussi comparer aux États-Unis des États qui ont le RIC et des États qui ne l'ont pas, et en Suisse des États qui ont le RIC mais sous différentes modalités. Donc ça permet aussi de voir en fait comment, par exemple, abaisser un seuil de signature, qu'est-ce que ça produit sur les politiques. Voilà. Eh ben, sans plus attendre, parlons justement de cette partie-là. Ok. Par rapport aux États-Unis, est-ce que vous avez vu justement des effets qui sont Ouais. liés aux modalités, aux différences de modalités? Alors, pour l'instant, on va juste parler de la partie législative. Le révocatoire, on va le laisser plus tard et on en reparlera. Est-ce que vous avez vu donc des grandes différences d'effets juste en changeant quelques éléments dans les modalités? Alors, les études qu'on a aux États-Unis en très très grande partie, elles comparent des États qui ont le RIC, des États qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, elles restent sur des États qui disposent de cet outil, des États qui n'en disposent pas. Après, un des effets qui est assez sympa qui a été travaillé, qui ne sont pas tellement sur les modalités, mais qui sont sur l'incidence du calendrier électoral. C'est-à-dire, et notamment une des grandes questions qui se posent, c'est, on observe par exemple qu'en Suisse, en moyenne, sur chaque votation, il y a 40% des personnes qui se déplacent aux urnes. On pourra peut-être en reparler sur souvent ce qui est perçu comme une forte abstention et qu'est-ce qui se cache derrière cette abstention. En fait, ce qui avait été étudié dans quelques articles aux États-Unis, et notamment les États dans lesquels les votations pour le RIC coïncident avec des élections au niveau régional. Alors là, il faut peut-être apporter une petite précision, c'est qu'aux États-Unis, les régions, ce qui sont les États en fait fédérés, ont beaucoup plus de compétences. Donc, il y a des élections régulières au niveau des États fédérés. Et quand le RIC coïncide à peu de choses près avec la tenue de ces élections, on observe une participation plus forte à l'élection des représentants. Donc ça, par exemple, c'est une des choses qu'on a pu voir, c'est que quand on le fait, en fait, comme ça produit plus d'intérêt pour la politique, si on le rapproche d'une élection, que ce soit une élection pour la présidentielle ou des élections au niveau des États, ça produit plus de participation et plus d'intérêt pour ces élections. Et est-ce que justement les effets que l'on constate sur l'abstention, par exemple, vous parliez de l'abstention, est-ce que c'est des effets permanents ou est-ce que c'est vraiment lié à uniquement des thématiques bien particulières? En fait, on dit, en sciences politiques, on dit que le RIC, ça a produit un public par enjeu. Un public par enjeu, ça veut dire que sur certains sujets, des gens se déplacent, sur certains sujets, ils ne se déplacent pas. Et en fait, le RIC ne produit pas le fait que tout le monde est intéressé sur tous les sujets tout le temps. En fait, il produit qu'on se déplace sur certains sujets. Ce qu'on observe dans le cas du RIC, et notamment du RIC en Suisse, c'est qu'en fait, l'abstention, ce n'est pas une abstention d'exclusion.
C'est-à-dire, on n'a pas on va dire, si on prend 10 votations à la suite, c'est pas toujours le même type de public qui ne vote pas. Ça bouge. C'est-à-dire, quelqu'un va pouvoir dire, tiens, je vote sur ce sujet, je sais pas, par exemple, installation de crèche, je vote sur ce sujet, ça me concerne, ça me parle, je me sens compétent, j'y vais. Par contre, ouverture des bureaux de tabac, moi, je m'en fous, peu importe la décision, je pourrais vivre avec, donc je me déplace pas. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Il faut faire très attention quand on parle de l'abstention dans le RIC, c'est fondamentalement différent d'une abstention quand la possibilité de voter, elle est que tous les 5 ans, quoi. Là, c'est vraiment une abstention de type plutôt exclusion. Et est-ce qu'il y a justement des choses qui ont été testées, expérimentées ou pas du tout, qui permettent justement d'éviter qu'il y ait trop d'abstention? En fait, ce qu'on fait en général, alors la solution suisse sur ces aspects-là, c'est de regrouper les votations. Il y a un des effets très clairs de ça, c'est que plus on vote, moins les gens vont voter. Et plus on vote souvent, moins les gens. C'est quand même un coût de voter. Parce qu'il faut aller au bureau de vote, il faut se déplacer, il faut se renseigner, etc. Donc la solution des Suisses, c'était de grouper les votations. Donc on va attendre plus longtemps pour se prononcer sur un sujet et on va voter par paquet. Donc on va se déplacer. Alors nous, quand on était à Genève, c'était une fois par mois, il y avait des votations sur différents sujets qui étaient groupés en fait. Et ça a pour effet de réduire l'abstention, parce que si on vote tout le temps, en fait, il y a plus d'abstention. Alors justement, vous parlez aussi de coûts. Est-ce que ça a aussi un coût financier, le fait d'organiser des référendums? Oui, ça a un coût financier important. J'ai oublié peut-être sur la précédente question, c'est pas tellement exploré dans la littérature qu'on a sur le bouquin, mais voter par Internet pourrait aussi réduire l'abstention parce qu'elle rendrait plus facile. Souvent, l'abstention la plus délicate, plus on facilite en fait l'accès au vote, que ce soit on enregistre automatiquement, par exemple, les personnes passées 18 ans sur les listes électorales, où il y a des facilités pour pouvoir se déplacer de résidence. Ces choses-là, c'est une autre question que le RIC, en fait, la facilité de voter. Et le RIC agit sur la fréquence du nombre de votes, pas sur la facilité de voter en tant que tel. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent faciliter cela. Et ce que tu disais, c'était sur l'autre question, le coût. Alors ça, il n'y a pas à ma connaissance, mais peut-être je dis une bêtise, il n'y a pas d'estimation sur le coût d'une votation en tant que telle. C'est beaucoup. Là, c'est sûr que c'est très cher. Alors, c'est une estimation qui, je pense, serait assez facile à faire. On en avait discuté. En fait, il faut tenir compte de l'ouverture des bureaux, de tout le matériel de propagande électorale, etc. Ça coûte. Ouais, ça coûte cher d'organiser une votation. Et est-ce que, par exemple, justement, si on regarde la Suisse ou les États-Unis ou d'autres pays, si ça fait partie du périmètre étudié, est-ce qu'on constate plutôt une mobilisation dans certains États, certains landes, certains cantons, parce qu'ils ont plutôt une tradition forte de démocratie, ou est-ce que ça n'a rien à voir du tout et c'est vraiment lié au sujet comme vous en parlez? Ça n'a rien à voir, c'est vraiment lié au sujet. En contrôlant après des facilités d'accès, quoi. Mais ça, on pourra en discuter. Mais oui, effectivement, ça a plutôt rien à voir. Il n'y a pas de canton ou d'État qui a une culture plus forte que ça. C'est vraiment du public par enjeu, quoi. Est-ce que les modes de scrutin, justement, aussi ont une influence? J'entends par là, est-ce qu'on peut faire juste des simples oui-non pour une question, ou est-ce qu'on peut avoir des listes entières de questions le même jour avec plein de réponses différentes, etc. Et est-ce que ça ne peut pas faire peur, justement, aux électeurs? C'était Condorcet qui disait la question, elle doit être posée simplement et elle doit être pouvoir répondue par l'affirmative ou par l'absence d'affirmative, donc par oui ou non. Les mécanismes que je connais qui ont été étudiés, c'est vraiment du oui-non. Et sur voter en bloc sur la proposition. Donc, si par exemple c'est un article de loi complet, vous n'êtes pas d'accord avec un paragraphe, en fait, vous allez voter contre, même si les autres paragraphes pourraient vous parler. Et justement, alors parce que ça, c'est souvent l'objection qui est faite par rapport au RIC, les droits fondamentaux. Est-ce qu'on voit dans les autres pays, dans les États, les cantons, etc., où le RIC est en place, est-ce qu'il y a eu justement des tentatives et peut-être des réussites de destruction des droits fondamentaux qui étaient déjà en place? Alors, là, il faut regarder un peu au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut regarder sur quoi ont les votations, parce que
c'est comment dire, ça peut être très large, hein, les droits fondamentaux. Donc, nous, dans l'ouvrage, on s'est intéressé à la question de la peine de mort. On s'est intéressé à la question du suffrage féminin, de la protection des minorités linguistiques et de l'égalité de droit pour les minorités sexuelles. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, il faut savoir que le RIC, c'est pas, et nous, c'est ce qu'on disait quand on présentait l'ouvrage, c'est un outil qui appuie les luttes sociales, mais en soi, c'est pas un outil de lutte sociale. C'est-à-dire, ça va sanctionner ce que la majorité pense à un moment sur un sujet. Si vous avez un cas où la majorité est favorable à la peine de mort, le RIC va produire une votation en faveur de la peine de mort. Il faut séparer ici deux contextes, le contexte des États-Unis et le contexte européen. Le contexte des États-Unis, par exemple, je prends la question de la peine de mort, c'est celle qui revient souvent. Le contexte des États-Unis, il est particulier sur la question de la peine de mort. Les enquêtes d'opinion qu'on a, quand on regarde les États de l'Union européenne n'ont plus la peine de mort, certains États aux États-Unis la gardent et la conservent. Donc on dit souvent en plaisantant en sciences politiques que les Américains aiment la peine de mort. Ça reste des gens les opinions sont assez favorables là-dessus. Donc c'est un des rares cas aux États-Unis où on a eu des référendums, comment dire, je te dirais in and out, quoi. C'est-à-dire, je vote contre la peine de mort, puis après je la restaure pour certains crimes. Après je revote contre, puis je la restaure. Ça, c'est vraiment. Par contre, en Europe, on n'a aucun exemple de ça. Les Suisses ont aboli la peine de mort, ne sont jamais revenus dessus. Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun référendum n'a eu lieu sur cette question. Voilà. Et sur la partie justement droit des minorités et justement le mariage homosexuel ou ce genre de choses? Alors, sur le mariage homosexuel, ça, c'est une des questions sur lesquelles le RIC, effectivement. Alors, les études qui sont menées et ont été menées largement aux États-Unis par un chercheur qui s'appelle John Matsusaka sur ces questions-là. Et lui, il s'est intéressé à la question des minorités sexuelles. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'avancées. En fait, il a été retoqué à chaque fois. Les votations sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe par RIC a été retoqué à chaque fois, mais a été mis sur l'agenda. Par contre, le problème, c'est qu'il faut toujours comparer à ce qu'auraient été des décisions de représentants. Elles n'auraient pas été fondamentalement différentes là-dessus. Donc, oui, effectivement, il y a un effet sur… Enfin, je ne sais pas s'il y a un effet propre du RIC, parce qu'en fait, souvent, les représentants ont anticipé aussi le fait que la population est majoritairement défavorable au vote au mariage pour les personnes de même sexe. Et du coup, voilà, il n'y a pas eu il y a un effet, effectivement, les RIC sur la question de l'accès au mariage aux personnes de même sexe sont très difficiles à gagner. Par contre, si je peux revenir sur la peine de mort, parce que tu me disais, on a vu de la destruction de droits. Je pense qu'une des choses qui est claire aujourd'hui en France, si on regarde les enquêtes un peu d'opinion au long cours sur les opinions sur la question de la peine de mort, c'est qu'on a aujourd'hui en France, on aurait plus de chances qu'un représentant remette en place la peine de mort, qu'elle soit remise en place par RIC. Voilà, si tu suis mon regard, il y a certains partis qui sont avec un gros score électoral qui pourraient réussir à rétablir la peine de mort beaucoup plus facilement que par RIC, au regard de ce qu'on voit en Europe. Alors justement, là on a parlé de ce qui n'avait pas bien fonctionné, mais à l'inverse, est-ce qu'on a des éléments où des RIC ont surpris justement, qui sont allés à l'encontre de ce qu'on aurait pu imaginer? Ouais, par exemple, tous les RIC sur la question, alors sur mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu brouillon ce que je dis. Sur la question de la protection des minorités linguistiques, le RIC a produit des décisions qui sont quand même assez géniales. Parce que souvent, on dit, oui, mais cette question de la langue, c'est une petite question. Il faut savoir que quand on reconnaît une langue nationale, on lui octroie un statut de protection. Donc, ça veut dire que au sein d'un territoire, si je parle une langue qui est reconnue au niveau national, je peux exiger que l'administration s'adresse à moi dans ma langue. C'est pas un petit… en termes de protection des minorités, c'est important. Et par exemple, le cas du romanche en Suisse, qui est parlé par une toute petite partie de la population, si ma mémoire est bonne, c'est… je ne sais plus combien de locuteurs c'est précisément. Je crois presque 50 000, quelque chose comme ça. Plutôt dans le canton des Grisons, qui s'est vu reconnaître l'accès à la langue nationale. Pareil sur la question de reconnaître l'anglais comme langue nationale aux États-Unis, qui là est plutôt une mesure pour couper des droits. Parce
parce que les États-Unis ne reconnaissent pas de langue nationale, ça n'a jamais fonctionné. Mais le RIC n'a jamais… Il y a eu des RIC sur cette question. Ils ne sont jamais passés. D'autres questions sur des résultats de RIC qui ont surpris. Je pense 1893, Colorado, premier État à donner le droit de vote aux femmes, par RIC. Un an avant, la Nouvelle-Zélande, où là, ce sont des représentants qui donneront le droit de vote aux femmes, mais pas par RIC. Donc ça, c'est aussi un résultat qui peut surprendre. Abolition de la peine de mort en Oregon, 1914 ou 18 à vérifier, j'hésite entre les dates. Là aussi, en fait, ça a été des outils pour aussi gagner des luttes et des droits beaucoup plus rapidement. Dans certains cas, c'est des résultats qui ont surpris plutôt sur la question des droits fondamentaux. Est-ce qu'on voit d'ailleurs des tentatives, alors peut-être réussies et des tentatives avortées, d'intrusion des lobbies, de tentatives de manipulation, de tentatives de faire en sorte que le résultat aille vraiment dans le sens peut-être contraire de l'histoire, du moment, ou est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Alors là, il faudrait regarder, ça je ne peux pas te le dire avec, si tu veux, il faudrait des exemples peut-être individuels. Par contre, moi, je peux te parler des effets agrégés. Je pense que c'est plus important que des anecdotes peut-être plus individuelles. C'est une grande question qui est posée par les personnes qui travaillent sur le RIC. C'est est-ce que le RIC donne plus de pouvoir au lobby que les systèmes représentatifs n'en donnent? La réponse, elle est oui et non. Elle est non, et franchement non, sur la production législative. C'est-à-dire, est-ce que, alors souvent, c'était Richard Ferrand qui est maintenant président de l'Assemblée nationale, qui avait dit c'est un instrument d'affairistes, de cliques, de lobbyistes. En fait, c'est faux. Et empiriquement, c'est faux. C'est-à-dire que les associations, les partis, les lobbies qui ne sont pas des lobbies d'affaires ont beaucoup plus de succès dans le fait de porter des initiatives. En tout cas, le RIC ne leur donne pas un pouvoir plus fort que celui qu'ils ont quand ils vont à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Pourquoi? Mais c'est tout bête le mécanisme derrière. Parce que pour convaincre 700 000 personnes, en plus qui vont commencer à être sceptiques, si tu veux, si Total te propose un référendum sur la question du prix de l'essence, tu vas commencer à dire attends, non. Je suis sceptique. Et là, il faut qu'ils rassemblent des voix d'un grand nombre de personnes. C'est beaucoup plus dur que d'aller chercher quelques députés dont tu sais un peu alliés, avec qui tu peux proposer un petit accord et ça va passer beaucoup plus facilement. En plus, c'est pas vu par le public. Par contre, là où les lobbies ont un pouvoir fort, c'est qu'ils peuvent couler des initiatives. Et c'est pour ça que nous, dans la proposition qu'on fera et sur laquelle on pourra revenir, on proposait que le porteur de pétition puisse avoir un poids et un temps de parole garanti dans les médias. Parce que ce qu'on observe, et ce qu'on observe notamment en Suisse, alors c'est souvent le cas du lobby de l'assurance maladie, dont les Suisses se plaignent beaucoup. S'il n'y a pas c'est des assurances privées en Suisse, c'est que dès qu'il y a une initiative qui leur déplaît, en fait, via une machine médiatique, ils font ce qu'on appelle une campagne de la peur, en disant voilà, les effets vont être très négatifs et quand les gens doutent, ils votent non. Donc, il suffit d'instiller un peu de doute dans l'esprit des gens avec une grande campagne pour que les gens disent non. Alors, quand ils doutent, récemment, je ne sais pas si tu as vu ce résultat-là, la Suisse a interdit a réduit le nombre de privilèges fiscaux pour les multinationales. Les multinationales ont fait campagne. Elles ont perdu. Mais elles ont perdu parce que les préférences des gens étaient fortes sur le fait de réduire leurs avantages fiscaux. Donc, quand on doute, une grosse campagne pour le non, ça flingue un référendum, ça c'est clair. Alors toi, justement par l'expérience et tes travaux, est-ce que tu as des pistes justement pour éviter ça, pour éviter que ces lobbies soient en capacité de pouvoir flinguer une… Alors moi, je pense qu'il ne faut pas… Alors, il y a une erreur à ne pas faire, qui est de dire il faut absolument obliger les gens à s'informer avant de voter. Pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale parce que, en fait, si on laisse les gens décider, ils s'informeront. Et ce qu'on a pu voir au cours d'exemples historiques, je prends l'exemple du traité sur la Constitution européenne de 2005, tous les médias, tous les partis étaient favorables à l'adoption du texte. Le texte a été rejeté, pourquoi? Parce que, en fait, les gens discutent ailleurs.
Il y a eu des réunions publiques, il y a eu des… Donc ça, ce type de mesure dont j'entends parler, l'obligation d'un temps d'information, faut faire, enfin, moi, je dirais, faut pas non plus prendre les gens pour plus idiots qu'ils ne le sont. Et en fait, la plupart des gens s'informent et s'informent par des voies. En plus, aujourd'hui, la confiance dans les grands médias est quand même assez faible au regard de leur traitement de l'information. Donc, on va chercher de l'information ailleurs. Je pense que ce qui est important, c'est de garantir aux porteurs de la pétition un temps de parole dans tous les grands médias. Pas forcément à ceux qui sont contre. Faut pas dire bon bah tu vois égalité le pour et le contre. Mais comme on sait que dans certains cas le porteur de la pétition va avoir moins accès à la parole, et ben moi ma proposition ce serait de garantir un temps de parole dans les médias au porteur de la pétition et à son argumentaire. Alors, tu l'as déjà bien envisagé dans ton livre, la stratégie pour mettre justement un RIC en France. Alors, on a tous les exemples à l'étranger, mais en France, on a un système qui est très particulier et qui est extrêmement réticent, voire complètement opposé à l'idée de RIC. Comment est-ce que, selon toi, justement, est-ce que c'est par étapes? Est-ce qu'il va falloir plutôt voir ça vraiment à très long terme? Ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être infusées? Déjà, je pense que c'est assez génial de voir qu'un mouvement comme les Gilets jaunes s'est cristallisé autour d'une mesure comme celle-là. Parce que c'est rare en fait. Donc c'est un vrai succès. Et en ce moment, c'est un peu le temps au gilet jaune bashing, mais c'est un gros succès. C'est très très rare qu'un mouvement social arrive avec une mesure qui soit aussi claire et aussi forte. Donc ça, c'est déjà un point important. Si on regarde historiquement comment le RIC a été adopté, il y a 3 pistes possibles. La première, c'est la piste de l'insurrection, qui a été la piste suivie aussi par les Suisses. Oublié, mais les Suisses n'ont pas toujours été des bonheurs et pacifiques. C'est-à-dire que quand il s'est agi de voter et de lutter pour ses droits, on n'est passé pas loin de mouvements insurrectionnels, de scissions de cantons, où du coup, ça a contraint le pouvoir à lâcher. Le problème, c'est que ça a des coûts, et un des coûts possibles, c'est que ça met au pouvoir, ça rend puissant une élite qui est une élite qui contrôle les armes et dont après, on n'en sait rien de ce qui va véritablement se passer. Donc ça, c'est une option que j'écarterai au regard de ces coûts. L'autre aspect, c'est aussi ce que les Suisses ont mis en place, c'était ce qu'on appelait la frénésie de RIC, enfin de Landsgemeinde à l'époque, où en fait, localement, les municipalités se sont engagées dans la désobéissance civile. C'est-à-dire, elles se sont mises à décider. Et tout par RIC. Et en fait, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me paraît pas complètement absurde, c'est d'arriver à avoir accès à certaines municipalités, via des listes citoyennes, par exemple, et de dire, maintenant, on décide par RIC, on ouvre cet outil en place. Alors, le problème, c'est que effectivement, le préfet va casser le dispositif, c'est-à-dire c'est s'engager dans un rapport de force avec l'État central, mais ça peut être une option aussi. Et la troisième option, c'est l'option électorale, c'est-à-dire de mettre en place dans chaque élection des listes qui ne s'engagent à une seule chose, c'est au RIC. Et ça, je pense que c'est important de le mettre en avant. Moi, j'aurais tendance à avoir une méfiance. Les exemples qu'on a aussi proches de nous en Europe, des partis qui se sont engagés à la démocratie directe, quand c'était une mesure parmi tant d'autres, c'est souvent celle qui passe au placard. Parce que les gens n'ont pas envie de perdre le pouvoir quand ils arrivent au pouvoir, parce que les garanties ne sont pas très claires. Donc, avoir par exemple des mouvements qui disent nous, on ne défend que ça, on vous le met en place. Et ça peut paraître idéaliste, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce qu'une fois que ça est mis en place, on a aussi beaucoup d'outils pour pouvoir légiférer, quoi. Ou en tout cas, le mettre comme la principale mesure prioritaire du programme. Alors là, du coup, on parle de RIC de manière générale, mais il y a beaucoup de RIC. Il y a beaucoup de RIC différents. Quel serait, selon toi, justement, s'il y avait une hiérarchie dans les RIC, quel serait celui qu'il faudrait vraiment mettre en priorité et puis les autres qu'on pourrait laisser un petit peu de retrait en espérant qu'un jour ils viennent? Sans aucune hésitation et au regard et ça je le dis avec l'expérience accumulée dans d'autres pays, le RIC constitutionnel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, le RIC constitutionnel assorti de l'obligation de ratifier tout changement constitutionnel par référendum. Je pense que c'est 2 outils qui fonctionnent ensemble. Donc, on dit RIC constitutionnel assorti au référendum obligatoire. C'est-à-dire on peut laisser la possibilité au Parlement de faire des propositions de changement constitutionnel. Par contre, toute révision constitutionnelle doit passer
par un référendum. C'est impossible. Ça, c'est une des options qui aussi est liée au RIC constitutionnel. Pourquoi le RIC constitutionnel? Déjà parce que si on regarde la Constitution française, ça permet de modifier la Constitution à la marge en ayant un outil qui marche. Et parce que l'important dans le RIC, la philosophie du RIC, c'est que les citoyens doivent avoir le dernier mot sur les changements. Si on crée un RIC législatif, il peut se mettre en place une situation où moi j'ai une proposition, je fais une pétition, elle passe par référendum, les députés ne sont pas contents avec, ils votent une autre loi qui casse. Et on recommence. Là, avec le RIC constitutionnel, en fait, les citoyens ont le dernier mot. C'est-à-dire que c'est plus possible après pour les représentants de dire « Ah, mais on n'est pas content, on change à la marge ». Ah non, puisqu'il faut qu'ils repassent devant après, il faut que ça soit validé par référendum. Donc, le RIC constitutionnel, c'est déjà celui qui donne le dernier mot aux gens. Ensuite, c'est celui qui permet d'avoir toutes les autres formes de RIC. Donc, stratégiquement, une fois qu'on a le RIC constitutionnel, rien n'empêche que derrière, on puisse avoir une pétition pour un RIC législatif, une pétition pour un RIC révocatoire. Par contre, dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Le RIC législatif n'amènera pas un RIC constitutionnel. Donc, c'est le plus petit niveau de changement qui permet le plus de maximiser l'impact de ce changement-là. Et est-ce que dans les grands ensembles supranationaux comme l'Union européenne, par exemple, est-ce que le fait que la France mette un RIC, que ce soit local ou national, est-ce que ça impliquera que tous les autres pays, au nom d'un règlement et non pas d'une directive, devront appliquer eux-mêmes le RIC, ou est-ce que la France peut quand même, est très autonome et peut mettre le RIC en place, malgré que d'autres pays européens ne le souhaitent pas? Si tu veux, alors là, il faudrait que je regarde plus dans le détail parce que de la législation. Mais en fait, on oublie, mais en Europe, on a des systèmes très divers. En fait, l'Union européenne n'est pas compétente pour juger de la façon dont la France règle ses affaires. Ça devient compliqué si tu veux, il y a un RIC qui est en contradiction avec les traités européens. Là, ça devient compliqué. Plus compliqué. Mais il n'y a rien n'oblige la France n'est pas fixée sur une forme de gouvernance qui est décidée par l'Europe. Moi, je vis aux Pays-Bas. Pays-Bas, c'est une monarchie parlementaire, comme la Grande-Bretagne. Il y a un roi. Voilà, l'Europe ne dit pas il faut que vous ayez tel type de gouvernement. Donc ça, c'est pas un problème en soi. C'est vraiment, il n'y a pas de frein au niveau européen à ce que la France dispose de ces mécanismes-là. En tout cas, à ma connaissance. Est-ce que là, d'un point de vue historique, on a des pays ou des États justement qui avaient le RIC et qui ne l'ont plus, qui l'auraient perdu pour X raisons, ou est-ce que jamais du tout, enfin jamais c'est arrivé? Est-ce que à partir du moment où on a le RIC, c'est quelque chose que les gens ils veulent le garder, quoi. Ah ça c'est clair. Alors on a quelques petits exemples comme ça. C'est surtout des pays. Je pourrais te retrouver le nom exact du pays. Quelques RIC qui ont été mis en place à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et puis après, des pays qui sont passés sous le bloc de l'Est et où du coup, ils ont perdu le dispositif. Mais ils l'ont retrouvé juste après la fin. C'est-à-dire que quand ils ont quitté, après la chute du mur, ils l'ont retrouvé. Ce qu'on se rend compte, et je crois que ce qui est assez majeur des enseignements historiques, c'est que quand les gens ont fait l'expérience de décider par eux-mêmes, ils n'y renoncent plus. Et c'est l'exemple de la Suisse. La Suisse a connu une période républicaine. On a oublié, après la Révolution française. Ils ont connu la fin de des Landsgemeinde, ces assemblées communales. Et c'est là que ça a commencé à vraiment susciter une révolte forte. C'est-à-dire que les gens ont dit, mais de quel droit on doit revenir sur des droits qu'on avait avant? Il n'y a jamais eu tellement de choses comme ça. Un exemple intéressant, peut-être sur ces aspects-là, quand on a bossé sur l'histoire, on s'est rendu compte qu'il y avait une continuité historique entre les assemblées communales, les Landsgemeinde, qui ont existé en France d'ailleurs, notamment au Pays Basque et dans les communautés alpines. Donc elles ont existé, qui ont disparu après la Révolution. Et il y avait des communautés de ce type dans l'Est des États-Unis, ce qu'on appelait les town meetings, les meetings des villes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cas des États-Unis, ça ne s'est pas transformé en RIC. Ces États ont perdu ces town meetings et c'est les États de l'Ouest qui ont plutôt eu accès au RIC. On l'explique aussi par le fait que, et ça c'est peut-être une chose dont on pourra discuter, ces assemblées communales-là, et c'est aussi, elles ont
viré un peu en mode oligarchique. Parce qu'en fait, ceux qui avaient le temps de venir, c'était ceux qui avaient le temps, qui pouvaient participer. Et en Suisse aussi, hein, la Suisse n'a pas été exempte de ces problèmes-là. Et qu'en fait, dans l'Est des États-Unis, c'est aussi là où les grandes fortunes industrielles au 19e siècle se sont mis en place. En fait, ils ont verrouillé le truc petit à petit. C'est-à-dire les bassins de Chicago qui avaient les grandes industries ont verrouillé la possibilité d'avoir accès au RIC, ce qui n'était pas le cas du mouvement progressiste qui s'est implanté à l'ouest des États-Unis beaucoup plus. Alors, c'est justement une bonne transition. Est-ce que tu entrevois des dérives possibles par le RIC? C'est-à-dire, est-ce que justement les gouvernants qui ne souhaiteraient pas le voir en place ont compris que telle modalité permettait justement de rendre la chose totalement inefficace, voire inopérante du tout? Ah, clairement. Et ça, c'est un risque. Et j'ai envie de dire, de mon expérience et des débats qu'on a eus autour de la présentation de notre livre, souvent on tend un peu le bâton pour se faire battre. Je vais te raconter une anecdote qui est assez marrante. Moi, j'ai vécu en Suisse quelque temps. Et dans l'esprit des Suisses qui vivent avec ces mécanismes de démocratie directe, la légitimité, elle est chez le citoyen. On ne remettra jamais en cause ta légitimité à proposer quelque chose. Et c'est très politiquement incorrect pour un représentant de dire les Suisses ont mal voté. D'ailleurs, ils ne le disent jamais, ça. Parce que sinon, c'est vraiment, ça paraît, c'est le summum de l'injure, si tu veux. Alors que quand on bascule en France, et du coup, ça crée aussi plus de contrôle des représentants, les gens se sentent beaucoup plus légitimes à dire, quand leur administration déconne, attendez, c'est moi qui commande en fait. Enfin, c'est moi qui ai la main dessus. Alors qu'en France, nous, les expériences qu'on a eues, c'est que les gens se disent, il faut qu'on soit légitime dans notre demande. Aujourd'hui, on a presque 80% de la population française qui soutient le RIC, mais on essaye encore de donner des mesures pour ne pas faire peur. Et ça, c'est des conneries. Parce que c'est ce qu'attendent les représentants. C'est dire, vous voulez le RIC, pas de problème. On va vous le donner au niveau local. Comme ça, vous allez discuter de la couleur des pots de fleurs et de leur implantation sur les avenues. Et les gens vont dire, ce que ça va produire, c'est qu'on va dire, mais foutaise. En fait, ce dispositif, c'est nul. Ça ne nous donne pas de pouvoir. Et ça, c'est sûr, c'est ce qui est attendu. C'est-à-dire décider de choses qui ne sont pas pertinentes. Et puis en plus, maintenant, les intercommunalités décident de plus en plus de choses. Donc, décider de vos couleurs de pots de fleurs, c'est très bien. Vous décidez, génial. Bravo. L'autre aspect, c'est les quorums. C'est-à-dire le fait de dire, non seulement il faut que vous ayez la majorité, une décision, parce que le RIC, c'est une pétition qui rassemble un certain seuil de signatures, qui passe au vote. Pour que la mesure soit adoptée, il faut la majorité des votants. Mais parfois, il y a une autre condition qui s'ajoute, c'est-à-dire il faut la majorité des votants plus la moitié du corps électoral qui se déplace. Et ça aussi, c'est un instrument pour tuer le RIC. Et d'ailleurs, en Suisse, il n'existe pas. Et aux États-Unis non plus, il n'y a pas ces dispositifs-là parce qu'on sait que ça le tue. Et la dernière chose, c'est se méfier toujours des dispositifs qui disent on fera le RIC après un contrôle de constitutionnalité. Parce que ça veut dire en fait qu'on s'octroie le droit de savoir, de juger sur quoi le peuple peut décider. D'ailleurs, dans l'histoire suisse, ce qui était rigolo, c'est que s'était posé à un moment cette question de faut-il une cour constitutionnelle ? Faut-il un conseil constitutionnel comme le nôtre? C'est à quoi les Suisses, quand ils étaient dans leur mobilisation au cours du 19e siècle, première moitié du 19e siècle sur ce RIC, ont dit mais la cour constitutionnelle, c'est nous. C'est juste, il n'y a pas besoin. Nous, on décide. Si nous, on veut que ce sujet, si on pense que ce sujet, la majorité des Suisses à un moment donné pensent que ce sujet mérite une réforme constitutionnelle, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller demander à un conseil d'experts si c'est bien ou pas. Donc ça, c'est sûr. Quorum, le mettre à des niveaux où en fait, on ne peut pas décider sur tout. Donc, par exemple, au niveau local, il y a plein d'aspects sur lesquels on ne peut pas décider. Et le fait de le soumettre à contrôle constitutionnel. Nous, c'est pour ça qu'on défend le RIC constitutionnel. C'est l'idée de donner tout le pouvoir. Et c'est le RIC qui produit le plus d'effets positifs. Alors, si tu mets justement un RIC constitutionnel, de fait, l'organisme de contrôle ne peut pas être le Conseil constitutionnel puisque c'est anticonstitutionnel, puisque tu cherches justement à changer la Constitution. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, nous, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ces choses-là, du genre, il y aura contrôle de constitutionnalité après convocation d'une assemblée qui vérifiera. En fait, il ne faut pas qu'un RIC qui marche, c'est un RIC où il n'y a pas d'intervention
de représentants à aucun moment. Que ces représentants soient tirés au sort, nommés, choisis dans la rue par rapport à la couleur de leur t-shirt, peu importe, ou que ce soit des députés, peu importe. La beauté de l'outil du RIC, c'est de décider sans aucune intervention du représentant à aucun niveau. Alors après, il y a une autre grosse objection qui est tout le temps faite au RIC, qui est celui de la révocation. Ouais. Et que ça mettrait à mal, voire même ça pourrait détruire le système représentatif, finalement, sur lequel nos régimes reposent. Est-ce que justement les exemples qu'on a à l'étranger, historiques ou juste spatial, géographiques, confirment ou infirment cet état? En fait, donc le référendum révocatoire est souvent utilisé quand il n'y a pas d'autre possibilité de contrôler les représentants. Je prends l'exemple du Pérou. Je crois que c'est au Pérou, il y a des procédures de révocation sur un paquet d'élus assez majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule outil qu'ont les Péruviens pour reprendre le contrôle sur leurs représentants. Donc, si tu as que. Enfin, moi, je pense que si tu n'as rien, le RIC révocatoire, c'est déjà mieux que rien. Tu vois, parce que c'est aussi un moyen où tu peux dire. Tu donnes jamais les clés de ta. Tu vois, tu as toujours une forme de contrat dans la vie avec les. Tu donnes jamais les clés totales d'une relation avec quelqu'un, surtout quelqu'un qui te dirige. Tu peux le révoquer, donc ça, c'est possible. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les États où il y a d'autres formes de RIC, notamment des RIC législatifs ou constitutionnels, en fait, cet outil n'est jamais utilisé. En fait, il faut juste quand on a la possibilité, quand en fait il y a cette épée de Damoclès sur la tête des représentants, qui peuvent être reniés par un RIC abrogatif ou par un RIC législatif ou par un RIC constitutionnel, en général, le révocatoire est jamais activé, quasiment jamais. Une autre chose, c'est sur la fréquence des RIC. Donc, on sait que la Suisse, bon, est vraiment très, 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 très utilisatrice de formes de RIC. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, pareil, font un usage intéressant du RIC et est-ce qu'ils ont Il y a les États aux États-Unis ont un usage très intéressant, je pense, du RIC. Les différents États, la Californie, enfin tous les États qui disposent du RIC, l'Oregon, notamment, qui met en place des dispositifs même expérimentaux là-dessus. Je pourrais en parler. L'Italie utilise beaucoup le RIC abrogatoire et je crois législatif, a obtenu le divorce par RIC législatif, si je ne dis pas de conneries, à vérifier. Donc ça, oui, on le voit quand l'outil existe, il est quand même largement utilisé. La Suisse est un exemple un peu incomparable sur ce plan-là. Tu voulais parler de l'Italie ou tu voulais parler de Oui, l'État de l'Oregon, etc. Alors oui, l'Oregon, c'est un État aux États-Unis, un État de la côte ouest des États-Unis, qui a mis un dispositif assez intéressant. Parce qu'une fois qu'on a le RIC, on peut s'amuser à le perfectionner, etc. C'est en fait une forme de délibération où ce qu'ils mettent en place, c'est un panel de citoyens pour lesquels on demande leur avis avant la votation et puis après on fait une phase d'information et on leur demande comment leur avis ont changé et cet avis-là est présenté, si tu veux, aux citoyens avant de voter. Donc, on a les résultats de ce que pense le panel d'experts qui s'est informé sur cette question. Donc, ça, c'est que tu vois, une fois que tu as le dispositif, tu peux le mettre en place de façon… tu peux vraiment le raffiner. Je pense que et tu parlais des impacts, cette fois-ci, sur les citoyens. Qu'est-ce qu'on ouais. constate par rapport à l'histoire et par rapport à ce qui se met en place? Quel est l'impact réel sur les citoyens et la vie en société? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Je vais te dire ceux sur lesquels on a accumulé une série de recherches importantes. La première, c'est est-ce que le RIC rend les citoyens plus compétents en politique et ont plus de connaissances politiques? Peut-être je pense que c'est important d'être clair sur les définitions. Les connaissances politiques, ça veut dire, en général, c'est mesuré sur à quel point les gens savent comment leur système fonctionne. J'ai un président élu comme ça, il est élu tous les 5 ans, blabla. Ils savent qui a quel type de compétences. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est on essaye ça c'est des études menées aux États-Unis. On compare les États qui ont le RIC des États qui ne l'ont pas, et on vérifie si les gens ont plus de connaissances politiques. Et la réponse est oui.
La réponse est oui. Il y a une étude qui a été menée en Suisse. Alors là, en Suisse, comme les États disposent du RIC, on regarde si l'accessibilité au RIC, c'est-à-dire des seuils de signature plus petits, produit plus d'effets sur la connaissance politique. Et là encore, on voit des effets assez majeurs. Dans le bouquin, on avait donné des exemples. On sait que la connaissance politique, elle est très dépendante du niveau d'éducation et du niveau de revenu. C'est un peu triste, mais plus on est éduqué, plus on a de connaissances politiques, plus on a des revenus élevés, plus on a de connaissances politiques. En fait, ce qu'on sait, l'étude qui avait été menée en Suisse, je trouve, est vraiment assez majeure. Elle montre que disposer du RIC, c'est rendre le RIC plus facile d'accès, donc en France, en disposer, par exemple, ça permet d'accroître les compétences politiques des gens, notamment des gens peu éduqués, comme si, en France, tous ceux qui avaient quitté la scolarité sans diplôme, on les amenait au bac. Je ne sais pas si tu imagines. On se dit, il faut investir faut éduquer les gens avant de voter. En fait, non, le RIC est une mesure éducative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de politique, on parle du système politique et ça produit plus de connaissances. Les Suisses, par exemple, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, ils ont tellement voté sur cette question qu'ils connaissent sur le bout des doigts le fonctionnement des institutions européennes et beaucoup plus que les Français. Si on regarde des enquêtes, voilà, ça produit. L'autre aspect, c'est la connaissance, la compétence politique. Et là, la compétence politique, ça veut dire, est-ce que tu es capable de produire un argumentaire pour expliquer comment tu as voté? Ou est-ce que tu votes un peu, tu votes pour Macron parce qu'il a une chemise bleue, quoi. Tu sais pas trop expliquer. Et là, c'est assez majeur aussi, le RIC produit plus de compétences politiques, plus de capacité pour les individus à argumenter le pourquoi ils ont voté d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur une mesure, quand tu dois te positionner, tu vas regarder, tu vas discuter et ça va produire un effet fort sur ta capacité, toi, à expliquer pourquoi tu as voté d'une certaine façon. Un des effets hyper chouettes du RIC, je trouve, sur la question de la compétence, c'est que parce qu'il met en lumière les positions des lobbies, parce que si tu veux, quand il y a une votation, tu vas voir tout le monde dévoiler sa carte du jeu. Et vas-y, je suis Total, je te dis comment moi je voterai à ce truc. Je suis le lobby de la cigarette, moi je voterai comme ça. Et il y a une étude là qui a été menée en Californie, vraiment, vraiment sympa, une étude de sortie d'urne. Ils avaient fait 3 modèles. Ils avaient fait le premier modèle, c'est le citoyen super éduqué, le bon élève. Celui qui a bien lu, s'est bien informé et bien capable d'argumenter. Puis à l'autre extrême, tu as le citoyen qui ne sait pas, il est allé voter par devoir, il n'en sait rien. Et au milieu, tu as le citoyen qui n'a pas fait l'effort d'information, mais par contre qui a demandé autour de lui et qui a regardé la position des lobbies et qui a voté contraire de tous ceux dont il pense qu'ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Et ça produit autant d'effets que le citoyen éduqué. Donc, le simple fait que le RIC rend visible ce que les gens pensent sur un sujet, ça a un effet informatique. Tu vois, si les grands médias français, par exemple, sur une votation sur l'indépendance des médias, tu verrais les grands médias qui sont financés par des groupes d'armement dire « Oh non, cette mesure… » Tu dirais « Oula, attends, est-ce que c'est à eux que je vais faire confiance là-dessus ?» Tu vois, ça rend beaucoup plus visible ça. Ça, c'est 2 effets très forts. Plus de connaissances, plus de compétences par rapport à des gens qui n'ont pas accès à ce dispositif. Autre effet, c'est l'effet sur le dynamisme de la vie associative, ce qu'on appelle en sciences politiques le capital social, c'est-à-dire le fait de la force du tissu associatif. Alors, on se plaint beaucoup en France que les associations sont délaissées, les gens ne s'impliquent plus. En fait, quand tu disposes d'un RIC, tu as très intérêt à faire partie d'associations, de partis, etc., parce que c'est là que se proposent des initiatives. Donc, en fait, on se rend compte que ça a un effet très densificateur sur le capital social. Ça dynamise le tissu associatif qui se retrouve avec les moyens d'influencer et que les gens ont plus intérêt à rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'aspects? Je vais t'en trouver d'autres, il y en avait plein d'autres. Ah oui, le RIC, alors là aussi, c'est peut-être pour ça que les représentants détestent le RIC. Le RIC n'accroît pas la confiance à l'égard des représentants. Voire même certaines études prouvent le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, le RIC, c'est un outil du citoyen méfiant. Et c'est normal d'être méfiant, en fait. C'est-à-dire que, et c'est souvent, comme ça met en lumière aussi, alors une des hypothèses qu'on donne dans l'ouvrage pour expliquer ces résultats, c'est le fait que ça rend visible l'écart entre les représentants et les représentés. Et donc, du coup, tu es très contente de ton système politique, mais tu ne fais pas tellement confiance à tes représentants. Peut-être un autre aspect qui est important là aussi à souligner, c'est le fait que disposer d'un RIC accroît la satisfaction à l'égard du système politique et de la démocratie. Et pas, alors,
et pas seulement chez les gens qui sont, on va dire, un peu les gagnants de ces systèmes-là, mais chez les gens qui en sont exclus. Une étude a été menée, là encore en Suisse, sur les jeunes dotés d'opinions radicales, puisqu'en Suisse, comme en France, il y a ces questions autour de la radicalisation des jeunes, du fait qu'ils ont des opinions de plus en plus, oui, en faveur de la violence politique ou de changements révolutionnaires. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, si on prend 3 groupes de jeunes aux opinions radicales, qu'elles peuvent être de type réactionnaire, de type anticapitaliste ou de type, par exemple, lié à l'islam politique, ces jeunes sont quand même très satisfaits à l'égard de leur système politique. Ils considèrent que leur système politique leur donne les moyens, à un moment donné, de peser. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Les jeunes Suisses crèvent le plafond en termes de satisfaction à l'égard de leur système politique, ce qui n'est pas du tout le cas des jeunes de 17-18 ans quand on fait des études d'opinion en Europe. C'est plutôt déclinant, en fait. Et alors, on pourrait dire, ouais, mais on s'en fout. Enfin, en fait, pourquoi on devrait être satisfait du système politique? En fait, parce que quand on est satisfait du système politique, c'est souvent qu'on n'en est pas exclu. Quand on a des forts niveaux d'insatisfaction, ça veut dire qu'il y a de l'exclusion, il y a de l'injustice, il y a la perception que le système est injuste. Et c'est important d'avoir un système juste. Ça m'amène à ma dernière remarque. Certaines études ont aussi travaillé sur le niveau de satisfaction à l'égard de la vie. Et en fait, une des clés de la satisfaction à l'égard de l'existence, c'est le contrôle qu'on a sur son existence et le nombre de droits qu'on a. Et le RIC, c'est un outil de droit politique. C'est des droits individuels. Et ce qu'on observe, c'est que les personnes qui vivent sous le RIC déclarent une satisfaction à l'égard de l'existence bien plus forte que les personnes qui vivent sans le RIC. Juste parce qu'en fait, elles sont conscientes, elles ont plus de droits. C'est ça qui est, je trouve, révoltant quand on travaille sur le RIC et qu'on regarde la situation en France et les débats en France. On nie un droit politique, en fait. Et ce droit politique, il a des effets majeurs sur comment les gens se rapportent à la politique et se sentent aussi satisfaits à l'égard du système dans lequel ils vivent, quoi. Une dernière question. Est-ce que tu constates une forte demande de plus en plus importante dans d'autres pays, pas que la France? Est-ce qu'aujourd'hui le RIC est un sujet d'actualité ou est-ce que c'est une lubie de gilets jaunes? Non, c'est un sujet d'actualité. Ça pousse partout en Europe. Le soutien à la démocratie directe pousse partout. Oh, allez, le seul État, je le dis parce que je vis dedans, donc le seul État qui est un peu plus en retrait sur ça, c'est les Pays-Bas, qui n'ont pas un très fort. J'ai des hypothèses là-dessus, mais je pense qu'on s'en fout. Mais ça pousse partout, les opinions favorables. La volonté d'avoir plus de mécanismes de démocratie directe pousse partout en Europe. Je dirais, c'est la marche de la lutte pour les droits, quoi. On a lutté pour le suffrage féminin, c'était une dynamique internationale. On a lutté pour le suffrage universel masculin. Aujourd'hui, on lutte pour le RIC. Et là, je finirai vraiment avec ça. On a, ce qui nous est objecté, c'est que le RIC, c'est le populisme, c'est la démagogie. Et donc, face à des pays qui, justement, du centre de l'Europe, etc., qui auraient des tendances populistes, eh bien, il faudrait justement ne surtout pas mettre ça en place en France et plutôt essayer de renforcer le système tel que nous l'avons. Donc, est-ce que ça confirme ou infirme ça? Alors, je te raconte avec une anecdote et une réponse un peu sérieuse. Une anecdote, c'est que une des façons qu'on a de définir le populisme en sciences politiques, c'est de dire en fait la fréquence à laquelle les partis font appel au peuple, ou un représentant fait appel au peuple français. Et si on compare Macron, Hollande, Sarkozy sont très, très populistes. Donc, faire attention à ce que les partis de gouvernement font aussi très appel à cette rhétorique-là. Je pense qu'il est important, c'est que le système tel qu'il est aujourd'hui, il produit de l'exclusion. L'exclusion produit du vote pour des partis anti-système. Nous, on utilise produit parti anti-système, parce que je ne suis pas sûre que le parti populiste, ça existe, c'est-à-dire des partis qui remettent en cause la mondialisation. Ça, c'est sûr que, en fait, quand vous n'avez aucun outil pour contrôler, en fait, vous allez voter pour des partis qui vous affirment changer la donne et pousser ces dynamiques-là. Nos systèmes représentatifs qui produisent ça. Si on n'a pas le RIC et si on résiste encore longtemps pour avoir le RIC, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des montées en flèche de partis qui disent que les élites sont corrompues, ne dirigent que pour elles-mêmes. Quel est l'argument aujourd'hui du gouvernement français pour refuser le RIC? À part la défense de ses propres intérêts.
plus ça va durer, plus en fait les gagnants, c'est des gens qui vont utiliser cette rhétorique-là pour faire péter en fait. Et ça, on le voit partout en Europe. Plus il y a d'exclusion, plus ces partis-là arrivent au pouvoir.